Bien, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je voudrais renouveler mes remerciements au docteur Zidane et au comité d'organisation pour m'avoir invité ici et pour m'offrir l'opportunité de partager avec vous une partie de notre expérience dans le domaine difficile, mais d'une grande fréquence, qui est celui des précocités pubertaires. Alors voilà le plan que j'adopterai. Vous rappelez un peu les mécanismes complexes du développement pubertaire et surtout de l'initiation de la puberté, mettre en place les limites de la puberté précoce, quels sont les éléments du diagnostic, les causes des pubertés précoces, l'expression clinique de ces pubertés précoces, et puis quelques mots de conclusion. Alors la puberté, c'est quoi? La puberté, c'est en fait la question que nous nous sommes posée pendant longtemps, se limiter à ces deux mots. Est-ce qu'on doit considérer la puberté comme une étape ou comme une révolution? En fait, on le sait maintenant, la puberté est à la fois une étape et une révolution. C'est une étape car elle s'inscrit dans la biologie de l'être humain, et vous savez que la puberté est un phénomène fondamental, puisqu'elle permet au garçon et à la fille d'acquérir la fonction de reproduction. C'est à la puberté qu'on devient capable de se reproduire. Et puis, elle s'inscrit dans un processus de développement dont on a cru pendant longtemps qu'il s'agissait d'un développement ponctuel et dont on commence à entrevoir que sa régulation trouve une partie de son origine pendant la vie fétale. Et donc, tout phénomène susceptible de modifier l'équilibre fœtal aura un impact sur le développement pubertaire. Alors, quoi qu'il en soit, le grand mécanisme de déclenchement de la puberté, c'est l'activation d'un système cérébral central qui permet des décharges pulsatiles de FSH et de LH. Je pense que vous connaissez tous FSH-LH, hein, on est d'accord. Et donc, ces gonadostimulines FSH et LH sont régulées par un facteur hypothalamique que l'on appelle le LHRH, et on sait que la puberté correspond à la mise en route de ce générateur de LHRH. J'espère que vous me comprenez bien. Et vous comprendrez aussi, et je vais essayer de vous le démontrer, que ce générateur ne se met pas en route en une nuit. Et on sait maintenant qu'il est régulé par de très nombreux facteurs et que sa mise en route obéit à, là encore, différentes substances de régulation. Alors, vous savez aussi, mais là je ne vous fais pas l'injure de le rappeler, qu'en matière de puberté, et ça je vous le conseille vivement, quand on évalue le développement pubertaire d'un garçon ou d'une fille, on doit mesurer, mais surtout quantifier ce développement pubertaire. Alors pour la fille, le développement de la glande mammaire, c'est de S1, quand on a à peine une surélévation de l'aréole, à S5, S pour ça, vous le comprenez, hein, à S5 quand elle arrive à un développement adulte,
Alors là, ça varie selon les pays. Ça peut être 85, 90, 95. Je ne veux pas donner de canon du développement mammaire. Ça varie aussi selon l'examinateur, vous le savez. Hein. Donc la glande mammaire pour la fille, et pour le garçon, on évalue le degré d'entrée en puberté en mesurant quoi? Vous savez pas? La longueur du testicule. C'est la longueur du grand axe ou le volume, c'est pareil. Mais moi, quand je m'adresse aux généralistes, c'est beaucoup plus simple de prendre le testicule entre deux doigts, de mesurer le grand axe, ça se fait, n'importe qui peut le faire. Et sachez qu'on entre en puberté quand le grand axe du testicule dépasse 2,5 cm. Alors vous le prenez entre deux doigts, ne serrez pas trop parce qu'il faut savoir que c'est sensible. Il ne faut pas appuyer comme un malade, sinon ça peut faire mal. Donc vous prenez le grand axe, vous le mesurez, moins de 2,5, il n'a pas fait sa puberté, plus de 2,5. Voilà comment on cote l'entrée en puberté. Pour la fille, premier signe d'entrée en puberté, la glande mammaire. Pour le garçon, le grand axe testiculaire. La puberté s'évalue aussi, mais de façon indirecte, par la pilosité pubienne. La pilosité pubienne est un signe d'entrée en puberté, mais ce n'est pas le plus fiable. Parce que la pilosité pubienne, elle dépend de la production des androgènes, mais de quelle origine? Oui, absolument. D'origine gonadique ou surrénalienne? Surrénalienne. Donc, c'est un starter. Vous savez ce que c'est qu'un starter? On n'en met plus dans les voitures. C'est un démarrage, ça permet de démarrer la puberté. C'est le starter qu'on tirait autrefois. C'est un starter, la pilosité pubienne, ce qu'on appelle dans notre jargon la pubarche. C'est un starter de la puberté, mais ce n'est pas un signe de puberté. Ça accompagne, ce n'est pas un bon marqueur. On est d'accord? Donc, n'évaluez plus, comme on le voit encore aujourd'hui, des niveaux d'entrée en puberté sur la pilosité pubienne. Glande mammaire, grand axe testiculaire. Et puis vous ajoutez au-dessous, la pilosité est à P1, P2, P3, P4 et P5. Là encore, P5, c'est quand chez la fille, la pilosité est triangulaire et chez le garçon, la pilosité est, comment? Losangique, absolument. La pilosité doit arriver jusqu'au niveau de l'ombilique. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est moderne et c'est récent, on sait que le déclenchement de la puberté, il obéit avant tout, je viens de le dire, donc je ne me contredis pas, à une régulation qui fait la colonne vertébrale de la régulation de la puberté, c'est le système neuro-endocrinien et qui est un contrôle génétique. Donc le corps même du déclenchement de la puberté, c'est la génétique à travers la régulation neuro-endocrinienne. La plus belle preuve, c'est que quand une mère est réglée à 10 ans, n'oubliez pas et que vous examinez une petite fille, n'oubliez pas d'interroger la mère. Vous avez 75% de chance pour que la fille soit réglée à l'âge de la mère. Et de la même façon, quand un père vous dit « j'ai grandi tardivement », j'ai donc fait ce que l'on appelle un retard de croissance et un retard de puberté, eh bien, vous avez 30 à 40% de risque que le fils fasse le même développement. D'accord? Donc, un corps, une ligne majeure, médiane, génétique, qui régule le développement neuro-endocrinien. Et puis, il y a
sur cette régulation, et ça c'est nouveau, on le sait maintenant depuis quelques années seulement, il y a une régulation, une modulation de la puberté par des phénomènes environnementaux. Alors, dans l'environnement, il y a deux facteurs que vous devez retenir parce qu'ils sont importants. Le premier, c'est la nutrition. Plus une petite fille est obèse, plus elle va entrer en puberté, plus tôt. Attention à ce que vous dites. Hein. Plus elle est obèse, plus elle entre en puberté plus tôt. Ça, c'est la clinique qui vous le montre. C'est pas moi qui... On sait maintenant les mécanismes. On sait que plus on est obèse, plus on produit une hormone. Quelle est l'hormone de l'obésité? La leptine. Et on sait que quand on traite des enfants qui ont des absences de puberté d'origine centrale par de la leptine, on déclenche la puberté. Vous me suivez? Donc la leptine, c'est une hormone qui module la puberté. Deuxième facteur de modulateur, l'environnement chimique. Et c'est ce que nous appelons les perturbateurs endocriniens environnementaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit des produits chimiques qui polluent l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons et les aliments que nous ingérons. Quels sont ces produits chimiques? Premièrement, les pesticides. Les pesticides sont dotés d'une action estrogène-like, estrogénomimétique, qui induisent des entrées en puberté plus précoces. Et le deuxième produit, ce sont les produits, les plastiques. Vous avez entendu parler du bisphénol A, qui était un composé des biberons, dont le chauffage à micro-ondes libère le bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. On en trouve dans les plastiques, des plats congelés, etc. Et un autre produit, ce sont les phtalates, qui sont des composés plastiques que nous absorbons et que l'on trouve partout. Et donc, on sait maintenant que ces perturbateurs endocriniens, par leur effet estrogénomimétique, vont chez la fille, par cette activité estrogène-like, entraîner des avances pubertaires. Donc, un message important à retenir, quelles sont les normes? Eh bien, d'une façon générale, une petite fille entre en puberté à 11 ans, c'est-à-dire elle commence à avoir un développement de la glande mammaire à 11 ans et elle est réglée. Ce sont des grandes études nationales que nous avons conduites à Montpellier et qui ont été confirmées par l'étude de l'Institut de démographie. Les filles en France et dans de nombreux pays européens sont réglées en moyenne à 12 ans, 6 mois. Chez le garçon, l'entrée en puberté est plus tardive et d'une façon générale, on commence à avoir une augmentation du volume testiculaire à l'âge de 12 ans. Donc, à partir de ces limites, on voit se profiler la définition des précocités pubertaires, hein, et pas puberté précoce, pas pareil. Donc, chez la fille, toute petite fille que vous avez dans votre cabinet ou dans votre hôpital, qui développe des caractères sexuels avant l'âge de 8 ans, mérite une investigation particulière. Et chez le garçon, avant l'âge de 9 ans et demi. Il faut savoir que les avances pubertaires sont bien plus fréquentes chez les filles que chez les garçons. Depuis quelques années, toutes les équipes d'endocrinologie pédiatrique de France, d'Europe et de nombreux autres pays
sont unanimes à reconnaître que l'incidence des précocités pubertaires chez la fille explose. Vous avez sur ce diagramme représenté les deux principales expressions des précocités pubertaires, la puberté précoce centrale en noir et la prématurité large, qui est le développement isolé de la glande mammaire. J'espère que vous voyez, et ce diagramme ne mérite pas de long développement, qu'en 20 ans, à Montpellier, dans notre service, on assiste à une véritable explosion des précocités pubertaires dont la prévalence a été multipliée par 7 en 20 ans. Multipliée par 7 en 20 ans. L'an dernier, dans le service, on a eu 50 pubertés précoces centrales traitées et 50 ou 60 prématurités larges, ce qui est énorme. Alors, le diagnostic positif du développement. Premièrement, et comme toujours, l'examen clinique. Vous devez savoir comment examiner une petite fille ou un petit garçon suspect d'avoir une précocité pubertaire. Premier élément d'orientation, rappelez-vous ce qui a été dit ce matin pour les retards de croissance. Tout ralentissement de la vitesse de croissance est suspect. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Eh bien, à l'inverse, toute accélération de la vitesse de croissance doit faire l'objet d'une attention particulière. Pour les pubertés précoces, les précocités pubertaires, la taille et l'accélération de la cinétique de croissance représentent un élément clé. Deuxièmement, vous devez mesurer le niveau de développement des caractères sexuels secondaires. Le sein, la glande mammaire pour la fille, la pilosité pour le garçon. Vous devez également examiner la petite fille et évaluer l'imprégnation vaginale. Un vagin rouge, brillant, a fortiori présentant des pertes blanches, est un vagin imprégné. Vous devez mesurer le développement de la verge, bien sûr, et rechercher une hyperandrogénie chez la fille. On doit peser ces patients. Le poids est un élément important dans l'évaluation de la puberté et, comme je l'évoquais, s'enquérir de la notion d'âge de la ménarque, c'est-à-dire âge des règles chez la mère. Et puis, je ne sais pas si c'est un phénomène, je n'en ai pas discuté avec mes amis pédiatres, est-ce que l'adoption est un phénomène qui existe en Algérie, l'adoption de petites filles, ça existe? Oui? Bon, parce que, par exemple, pour vous faire sourire, mais au Danemark, 25 à 30% des pubertés précoces s'observent chez les enfants adoptés. C'est vous dire le pourcentage d'enfants adoptés dans des pays comme le Danemark ou l'Allemagne. Bon, en France, nous adoptons beaucoup, mais pas dans cette proportion. Et je ne savais pas qu'en Algérie, l'adoption existait. Alors, je pense, c'est la théorie, parce que c'est l'explication, je pense que vous adoptez des enfants de pays moins riches que l'Algérie, je pense. Ah, localement. Ah, parce que... D'accord. Pourquoi? Mais pourquoi je pose cette question? Elle n'est pas innocente. Parce que l'une des explications des pubertés précoces chez les enfants adoptés en Europe, c'est que ces enfants sont issus d'un milieu socio-économique très bas et la renutrition contribue à l'ordre. Mais si vous me dites que c'est dans le même pays, donc on peut considérer que c'est le même niveau nutritionnel. Donc retirer l'Algérie comme modèle d'étude de l'adoption dans le développement des précocités pubertaires. Mais vous voyez le mécanisme, il y a un premier mécanisme qui est la réalimentation adéquate, et le deuxième, souvent ce sont des enfants issus de pays où les pesticides sont utilisés larga manu, et cette contamination par les pesticides
entraîne, lorsqu'elle est arrêtée, un effet rebond qui active l'axe gonadotrope, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Alors, pour affirmer une puberté précoce, vous devez disposer de 2 éléments d'orientation. Premièrement, une avance de la maturation osseuse. Toute avance supérieure à 2 ans doit attirer votre attention. Et deuxièmement, chez la fille, moi j'accorde un crédit très important à l'échographie pelvienne. Et lorsque la longueur utérine est supérieure à 3,35 mm, eh bien, on peut dire que c'est une petite fille qui entre en puberté. Vous me suivez? Utérus imprégné, avance de l'âge osseux, elle entre en puberté. Mais question piège, si cette petite fille a un utérus à 40 et une avance de l'âge osseux de 2 ou 3 ans, allez-vous freiner sa puberté? Oui ou non? Non, pourquoi? Vous devez démontrer que cette situation correspond, parce qu'en fait, elle est le dénominateur commun à toute surimprégnation estrogénique, mais vous devez démontrer que cette surimprégnation estrogénique, elle est d'origine centrale ou périphérique. Absolument. Vous voyez la démarche? C'est très simple. Il faut simplement avoir les repères qui s'allument comme dans un ordinateur. Donc, avance de l'âge osseux, augmentation de longueur de l'utérus, c'est une précocité pubertaire. Alors, quel est l'élément qui va vous permettre de trancher en disant elle est périphérique ou centrale? Qu'est-ce que vous allez faire comme examen? Un seul, le test au LHRH. Très bien. Vous êtes tous d'accord? Bon. Si le test au LHRH est plat, vous allez conclure que c'est une puberté précoce d'origine périphérique. Absolument. Et si le test au LHRH est positif, c'est central. Vous voyez comme c'est simple? Voilà. Donc, central, c'est le LHRH qui est produit en excès, donc c'est le système nerveux qui libère des grandes quantités de LHRH, qui stimulent l'hypophyse, qui font maturer l'ovaire et le testicule. Et périphérique, eh bien, ce sont des causes périphériques, c'est-à-dire quels sont les organes qui produisent des estrogènes ou des androgènes, la surrénale en premier, et l'ovaire, et l'environnement. Et l'environnement. 30% des précocités pubertaires sont d'origine périphérique, sont d'origine environnementale. Donc, réponse prédominante en LH, vous avez, ne l'oubliez pas, il faut que la LH soit au moins supérieure à 6 pour faire le diagnostic de puberté précoce centrale, et il faut que le rapport LH sur FSH soit supérieur à 1. Vous m'avez compris? Donc il faut que la LH s'élève au-dessus de 5 ou de 6. Vous avez le diagnostic de puberté précoce centrale. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez traiter cet enfant? Est-ce que vous allez traiter cet enfant? Oui? Vous êtes sûr? Qu'est-ce que vous devez faire auparavant? Rechercher quoi? Un test à quoi? Vous avez une puberté précoce centrale. Est-ce que vous allez la traiter tout de suite? Toute puberté précoce centrale impose la réalisation d'une IRM. J'en parlais à table, pendant le repas frugal que nous a offert le docteur Zidane. Mais bon, on ne vient pas à Schleff pour le repas. Oui, l'IRM s'impose. Pourquoi? Parce que dans environ 10% de cas chez la fille,
Et 40% chez le garçon, on va détecter une anomalie de la région hypothalamo-hypophysaire, dont un pourcentage non négligeable s'avère être des processus tumoraux. Donc, avant d'engager un traitement, éliminer une tumeur de la région hypothalamo-hypophysaire. Vous êtes d'accord? Surtout chez le garçon. Une fois sur deux, il y a quelque chose. Alors, vous avez aussi des malformations qui ne sont pas pathopneumoniques. On découvre un syndrome d'Arnold-Chiari, on découvre une arachnoïde au sel, on découvre de petites malformations, mais qui ne sont pas pour autant responsables, on le pense. Demain, on nous dira, attention, elles peuvent... Donc, voilà l'organigramme, un test au LHRH, l'ALH supérieur à 5, c'est une puberté précoce centrale, l'ALH inférieur à 5, c'est une puberté précoce périphérique. Alors, les étiologies, il est clair que vous savez que si l'IRM peut montrer une lésion organique, mais pour les filles, dans 80% des cas, il s'agit d'une puberté précoce idiopathique, et donc, que faut-il faire? Il faut les traiter par des analogues du LHRH, et chez les garçons, 50% idiopathiques, on les traite par des analogues. Alors, on a des pubertés précoces centrales tumorales. Le prototype, c'est l'amartome, le gliome, mais là, je ne veux pas entrer dans le détail. Elles sont souvent, chez le garçon, de mauvais pronostics. Deuxièmement, les pubertés précoces périphériques. Alors, je ne vais pas trop insister. Retenez qu'il y a trois grandes causes. Les pubertés précoces gonadiques, donc soit tumeur sécrétante de l'ovaire, soit tumeur testiculaire. Testotoxicose chez le garçon, mais c'est rarissime. Chez la fille, parmi les pubertés précoces périphériques, il y en a une que vous devez identifier. C'est la petite fille qui présente très tôt une puberté précoce périphérique, accompagnée de taches caféolées sur un hémicorps et de lésions osseuses, ostéolytiques. C'est non, c'est le syndrome de McCune-Albright. Le Recklinghauser est une puberté centrale. Le syndrome de McCune-Albright, c'est une puberté génétique périphérique. L'ovaire produit trop d'estrogène. Le Recklinghausen, c'est dans les causes centrales. Bon, vous avez d'autres causes, je passe. Alors, les formes cliniques, très rapidement. Les formes cliniques, vous avez des formes peu évolutives de puberté précoce centrale, vous avez des formes qui disparaissent, vous avez des pubertés avancées, donc vous devez vous adresser à une équipe spécialisée. Vous ne pouvez pas gérer seul une précocité pubertaire. Il faut que vous ayez un intervenant ou un interlocuteur spécialisé. Tout seul, c'est trop difficile. Deuxième situation rapide des prématurités larges, ce sont ces petites filles qui présentent à 2, 3 ans, 4 ans un développement isolé de la glande mammaire. Alors pour faire vite, je vous dirais qu'il faut suivre ces petites filles parce que dans certains cas, la télarche régresse, dans d'autres, elle va perdurer et dans environ 30% des cas, selon les équipes, ou 20%, cette prémature télarche isolée est le premier signe d'entrée en puberté. Les prématures pubarches, c'est l'apparition précoce d'une pilosité pubienne. Pensez à rechercher ne pas considérer qu'elle est idiopathique, pensez à rechercher un bloc tardif de la 21-hydroxylase. Enfin, les polluants environnementaux, ils interviennent de plus en plus à travers leur impact et leur effet estrogénomimétique. Ils interviennent de plus en plus dans ces pubertés précoces. Voici l'étude des Norvégiens
des Danois, elle est tout à fait superposable à la nôtre. Alors il y a de très nombreux travaux. Voici un travail que nous avons publié il y a quelques mois, où on montre que ces petites filles ont des taux d'estrogène, d'activité biologique des estrogènes, 5 fois supérieurs à d'autres. En conclusion, je dois dire que devant un développement mammaire, il faut effectuer une échographie, et si l'échographie est positive, comme je le signalais, effectuer un test au LHRH. Toute imprégnation estrogénique excessive doit faire la preuve de son origine haute ou périphérique. Devant une pubarche, c'est-à-dire l'apparition de poils avant 8-9 ans, avant de banaliser la pubarche, nous avons eu 3 tumeurs surrénaliennes pendant ces 3 dernières années où les médecins avaient dit c'est une pubarche normale. Donc avant de banaliser, effectuer un certain nombre d'investigations, notamment un dosage hormonal qui, s'il est excessif, vous fera penser à un corticosurrénalome et sinon une hyperplasie à forme tardive. Voilà, j'en ai fini. J'ai essayé de vous faire passer des messages simples, c'est de la clinique de tous les jours. Essayez, comme toujours, de réaliser un examen aussi complet que possible. La taille, l'examen clinique des caractères sexuels secondaires, une investigation simple, et puis peut-être, dans les cas difficiles, un interlocuteur pédiatre endocrinologue pour vous aider à gérer ces situations de plus en plus fréquentes et qui entraînent des conséquences à l'âge adulte qui sont quelquefois catastrophiques. Messieurs les présidents, merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, merci.